Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler de la chaîne de la peur, je viens vous parler de Channel Fear. C'est un jeu que j'ai maîtrisé à quelques reprises au courant des dernières années et je trouvais que ça méritait encore un petit coup sur les projecteurs. J'en avais parlé dans certains Sexual Play qu'on a fait sur la chaîne, entre autres choses. Et mon but ici aujourd'hui n'est pas de vous faire une critique vraiment comme approfondie du jeu en soi, mais plutôt de vous proposer quelques scénarios qui, selon moi, sont les plus incontournables à faire jouer à votre table, ceux qui ont été conçus bien sûr par Anthony Hinault comme Brexel, qui est aussi l'auteur du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Channel Fear, eh bien, c'est un serial. Okay? C'est un jeu de rôle qui est uniquement composé de scénarios courts qui sont jouables environ dans les 2 heures. Et dans Channel Fear, les joueurs vont incarner une équipe d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal qui travaille pour une émission de TV du câble américain. Chaque épisode, on va dire chaque scénario, contient absolument tout pour jouer, c'est-à-dire les présentations, le concept, une bande originale, même musique audio vraiment cool pour comme mettre une ambiance dans la partie. Le système du jeu est également expliqué. Il y a une feuille d'enquêteur vierge et 5 pré-tirés et bien sûr un scénario court. Fait que vous avez un peu cette formule-là dans chaque scénario que vous achetez. Chaque épisode est complètement indépendant les uns aux autres, bien si c'est possible de faire des liens ici et là, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les épisodes précédents pour pouvoir faire jouer celui qui vous tente parmi le lot. Et pourquoi est-ce que je voulais en parler? Bien, de un, parce que c'est vraiment fichtrement bon. Surtout ceux que j'ai lus, je les ai trouvés vraiment très cool. Et de deux, je trouve que c'est une formule, ce type de jeu-là, ce type de présentation-là, ce scénario-là, c'est une formule que je vois beaucoup dans les communautés indépendantes plus anglaises, américaines, mais c'est pas quelque chose que je vois très répandu dans la francophonie. Et je trouve vraiment que Anthony Hinault a vraiment été pas un précurseur, mais je trouve qu'il y a vraiment eu une prévalence sur le genre, sur ce type d'aventure-là, qui n'était pas encore vraiment mis beaucoup de l'avant lorsque le jeu est sorti vraiment dans ses premières moutures, c'est-à-dire je pense en 2016, si je me trompe pas pour le reste, peut-être que je me trompe, mais ça fait quand même déjà quelques années que Channel Fear existe, et je trouve vraiment que ça vaut la peine, même avec les années qui passent, de se replonger un peu sur ces quelques petites pépites d'or qui se cachent au travers du lot de scénarios, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et dans le lot, même si je trouve qu'il y a un peu quelque chose à aller chercher un peu dans chaque petit scénario qui est disponible, il y en a vraiment, selon moi, 3 qui transposent le mieux le talent scénaristique de Hinault. Ces 3 scénarios-là vont apporter, selon moi, une belle variante d'un genre, proposant des mises en contexte qui exploitent différents aspects de l'étrange et du dangereux. Et je dois vous avouer que de prime abord, je n'ai jamais joué... J'ai jamais joué à un scénario de Channel Fear exactement comme il était décrit, pour la simple et bonne raison que Hinault, justement, dans son écriture, dans la manière qu'il va présenter ses scénarios, tout ça, propose, on va dire, plusieurs zones grises qui permettent de personnaliser aux besoins tout ce qui peut entourer le nœud de ces histoires. Donc, même si vous maîtrisez du bout des doigts, on va dire, un des scénarios qu'il a conçu, puis vous l'avez lu au complet de A à Z, eh bien, il va quand même rester des blanks, des blancs à remplir pour pouvoir, on va dire, faire les liens entre les différents événements clés du scénario en soi. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment le type de formule qui me plaît. Je crois qu'une des choses que j'apprécie le plus, en fait, des histoires de Hinault, c'est que ces scénarios vont, la plupart du temps, s'éloigner d'un danger physique et vivant. On va vraiment être moins dans le Buffy contre les vampires, où on va tabasser des monstres, et on va plutôt plonger dans des concepts et des idées plus abstraites, un peu plus rappelant, exemple, un épisode de Twilight Zone, dans lequel on va vraiment être en danger, dans une mise en contexte qui ne va pas s'expliquer de manière logique et qui ne va pas non plus s'exploiter au complet jusqu'à la fin du scénario, alors que le maître de jeu va probablement devoir faire un retour par la suite avec les joueurs afin de discuter un peu de ce qui s'est passé, parce qu'il va sûrement rester des zones d'ombre et des visages d'incompréhension sur le visage des différents joueurs présents. Et c'est vraiment, selon moi, la meilleure manière, si on veut, de jouer ce type de jeu-là, parce que les mécaniques de jeu, je ne veux pas trop m'attarder dessus, mais ne sont pas, on va dire, appropriées pour un gros jeu bourrin, vraiment violent et tout, alors que le tout demeure très minimaliste, un système de D6 avec des relances. Ce n'est pas du tout quelque chose qui, je considère, est, on va dire, essentiel à la compréhension, ou du moins à l'appréciation des différents scénarios que je veux aborder avec vous. Fait que vous pourriez prendre un scénario de Channel Fear et le faire jouer avec votre système préféré. Je suis persuadé que ça se ferait très bien, parce que justement, celui-ci est d'une telle simplicité et qui peut facilement changer certaines mécaniques, changer certaines, on va dire, valeurs de chiffres pour d'autres choses,
chose et sans problème, vous allez pouvoir animer ça avec du bout des doigts sans vraiment vous casser la tête. Mais avant d'aller plus loin, je veux seulement mentionner que Channel Fear demeure un jeu qui est pour un public quand même assez adulte. Et les propos que je vais dire, je vais mentionner certaines choses dans les scénarios. Ça va parler des sujets difficiles comme les agressions, les meurtres et même plus encore. Puis je vais aussi très spoiler. Je vais vraiment dire des choses qui sont dans l'ordre de la surprise et de l'inattendu. Donc si jamais vous auriez espéré jouer ces scénarios-là comme joueur, eh bien vous allez le savoir malheureusement. Fait que enlevez ça, puis arrêtez la vidéo, faites-la écouter à votre maître de jeu. Si jamais vous vouliez être maître de jeu, eh bien vous êtes à la bonne place. Et on commence ce top 3-ish, si je peux dire, avec le scénario de la saison 1, épisode 6, parce que oui, chaque épisode est présenté, ou plutôt chaque scénario est présenté comme un épisode d'une télésérie à la Ghost Hunt, où c'est un enregistrement par scénario, et on a l'équipe de Channel Fear qui filme le tout en point of view. C'est le saison 1, épisode 6, Amonoidia. Le scénario commence avec l'appel d'une femme dont le mari a disparu, tandis que le couple en fait se filmait durant leur débat sexuel dans une chambre de motel. Ils ont découvert qu'il y avait une porte qui était visible à l'écran de leur caméra sur un mur vide de la chambre. Et la porte, dans le fond, apparaissait seulement dans l'écran de la caméra. Le mari l'a ouvert, il l'a franchi, puis la porte s'est effacée avant qu'il ne puisse revenir. Et ainsi, Channel Fear est envoyé sur les lieux pour enquêter. L'équipe de tournage constituée des différents joueurs, des différents personnages des joueurs, qui vont avoir chacun un peu leur job, que ce soit caméraman, animateur et tout ça, et ils vont être envoyés sur les lieux pour pouvoir filmer le tout, puis essayer de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe. Et ainsi, ils vont être envoyés à explorer cet espace étrange dans lequel l'homme a disparu en quelque sorte, mais aussi à la recherche de l'origine de ce phénomène-là. Pour moi, cet épisode-là est vraiment l'exemple parfait de ce qui me fait penser à une bonne saison de Twilight Zone, où vraiment l'origine du scénario va être expliquée après la partie aux personnages, aux joueurs présents, parce qu'il y a beaucoup de révélations et beaucoup d'éléments dans l'histoire qui vont demeurer de l'ordre de l'incompréhension ou même des concepts qui sont très abstraits, parce que ce qui va se passer au final, c'est lorsque les joueurs vont pénétrer la zone en question, lorsqu'ils vont ouvrir la porte la nuit, lorsque celle-ci apparaît, ils vont découvrir une série de pièces qui va vraiment prendre la forme de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire l'espèce de spirale qui rapetisse à mesure que ça avance. C'est en mathématiques, c'est la suite de Fibonacci, c'est une suite de nombres entiers dans laquelle chaque terme est la somme de les deux termes qui la précèdent. Et c'est vraiment un peu ça que les joueurs vont découvrir à mesure qu'ils vont avancer dans les pièces qui vont devenir de plus en plus petites. Ils vont découvrir des éléments dans chacune d'entre elles qui permettent un peu de retracer qu'est-ce qui est arrivé dans le concret pour que ce lieu-là finisse par apparaître. Sauf que l'affaire, c'est que c'est un peu difficile quand même, je pense, à un certain point, de vraiment faire l'ensemble de vraiment avoir l'image complète du scénario sans vraiment avoir un bon retour par après, parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens? Encore une fois, je précise, plein de spoilers et aussi plein de sujets lourds. Il y a un personnage en question qui a été tué, qui a été retrouvé à l'hôtel par le concierge des lieux et qui, dans le fond, elle a été droguée. Elle a été bâillonnée, elle a été maintenue à l'envers sur son lit alors qu'elle se débattait. Et le monde intérieur, ce qui se trouve au-delà de cette porte qui apparaît la nuit, c'est une projection, en quelque sorte, une émanation abstraite et hallucinée qu'a eu le personnage en question lors de son heure d'agonie. Pendant qu'elle mourait, cette image-là dans sa tête, tout ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire la drogue, le bâillon, le fait qu'elle était à l'envers sur son lit, qu'elle devait se débattre, c'est ces éléments-là qu'on retrouve dans les différentes pièces à mesure que les joueurs vont l'explorer. Et c'est un peu ça au final, c'est que ça demeure très abstrait, ça demeure très confus, mais c'est vraiment je crois que c'est aussi la qualité de l'aventure, c'est que ça demeure dans le mystère et dans l'unicité dans laquelle la découverte de l'endroit se fait. Les joueurs font des hypothèses, mais on s'entend que c'est vraiment difficile à deviner l'ensemble du scénario sans y mettre un peu de contexte à la fin, mais ça demeure, selon moi, une expérience vraiment intense, ok? Vraiment, dans son thème, c'est vraiment intense, qui mérite d'apporter vraiment un moment assez, je pense, étouffant pour les joueurs, mais unique. Et je suis persuadé qu'ils vont vraiment en garder des souvenirs marquants si vous prenez vraiment le temps en tant que maître de jeu d'installer la table et peut-être même aussi de procéder à quelques changements dans le scénario afin d'offrir on va dire peut-être une autre mise en contexte ou une autre nouvelle mise en bouche, tout en gardant vraiment le cœur de celui-ci parce que ça demeure, selon moi, quelque chose d'assez solide, surtout on va dire dans la projection de l'imaginaire, dans la mesure que les joueurs vont avancer dans les salles et qu'il faut décrire un peu ce qui va se passer. Vous allez voir, ils vont se débattre comme
comme des diables dans l'eau bénite à essayer de trouver les origines de quoi et de qui. Fait que c'est un peu ça aussi la beauté de Channel Fear. Fait que selon moi, ça demeure vraiment quelque chose, un scénario incontournable à faire jouer au moins une fois. C'est le scénario de la saison 1, épisode 6, Abonoidia. Deuxième scénario pour Channel Fear que je considère vraiment incontournable, il s'agit celui de la saison 1, épisode 4, des grattements. Petite mise en contexte, une habitante de la petite ville de Harrow contacte l'équipe de Channel Fear afin que celle-ci fasse un reportage sur sa fille, Amelia, qui semble possédée par l'esprit de son père. Celui-ci est décédé dans un accident de voiture, mais l'enfant n'a pas encore été mis au courant de la chose. Et lorsque l'équipe de Channel Fear arrive sur les lieux, ils vont enquêter, bien sûr, et ils découvrent aussi également qu'il se passe plein de choses dans la maison en question. Entre autres choses, des bruits de grattement, des blessures qui apparaissent sur le corps de ses habitants. Ils vont pouvoir discuter avec plein de personnages non-joueurs qui vont tourner autour un peu de l'histoire et qui vont venir apporter leur petit grain de sel, leurs petits détails. Et finalement, éventuellement, ils vont découvrir les événements qui ont mené jusqu'à l'explication de ce qui se passe concrètement. C'est selon moi le scénario le plus classique dans sa forme. Pour vrai, ça, on dirait vraiment un mélange de quelque chose d'assez unique à la Ino, mais qui possède tout de même, on va dire, le petit côté très classique histoire de fantôme, mais il va avoir sa petite surprise, sa petite twist que le maître de jeu peut bien prendre le temps d'installer jusqu'à la révélation finale. Je crois d'ailleurs que c'est le scénario le plus facile à prendre en main pour un maître qui n'a jamais encore animé ce type d'histoire où justement il y a un punch, une révélation qui doit jeter les joueurs sur le derrière. Et je crois que la clé de celui-ci, c'est vraiment dans les échanges possibles avec les personnages non-joueurs. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a un certain point, ça peut être difficile de ne pas dévoiler le poteau rose trop rapidement, parce que selon ce que les personnages vont faire, il y a certaines actions qui peuvent mener à la découverte vraiment on va dire, de l'explication finale, et ainsi plein de choses vont débouler. À partir du moment où est-ce qu'on découvre certaines informations, ça va comme débouler vraiment jusqu'à la fin. C'est vraiment pas un mal. Vraiment pas un mal, surtout qu'à la base, les scénarios de Channel Fear vont se jouer quand même sur une période assez courte, mais je trouve que ça doit quand même prendre le temps de bien s'installer, parce que plus on se laisse le temps à la soupe de macérer, mieux le goût sera lorsqu'il y aura la grande révélation. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas en fait le punch de cette histoire, c'est que la dame ainsi que sa fille, qui engage l'équipe de Channel Fear, sont en fait décédés aussi dans l'accident de voiture qui a mené aussi à la mort de l'époux. Et la seule manière de vraiment mener l'histoire à terme est de retrouver en quelque sorte le dit coupable qui a mené au décès des deux femmes. Plus classique un peu, mais vraiment efficace. Je continue à penser que ça demeure le meilleur scénario par rapport à la facilité à laquelle il peut être pris et joué. Si vous n'avez jamais essayé Channel Fear ou si vous n'avez jamais essayé de jeux qui ont vraiment une espèce de souci du détail pour la révélation d'un punch en question, je pense que celui-ci peut être plus facile à maîtriser que le précédent que j'ai mentionné et le dernier que je veux en fait vous parler, qui est selon moi l'apothéose Channel Fear-esque, c'est-à-dire en fait l'épisode 2 de la saison 1, c'est le dernier que je veux mentionner, 24 heures sur 24. C'est un bijou. Si vous avez un peu d'expérience déjà en animation et que vous devez animer un seul scénario de Channel Fear, c'est selon moi celui-ci. Sur celui-ci qu'il faut jeter son attention. Le synopsis est le suivant. Le temps d'un plein, l'équipe de Channel Fear s'arrête à une station-service en pleine nuit. Lorsqu'ils repartent, la route les mène à la station qu'ils viennent de quitter, prisonniers d'une boucle sans fin, mais pas seuls. Donc, vous comprenez avec la prémisse que les joueurs se retrouvent dans une boucle temporelle qui se répète à chaque instant. Et là, c'est particulier un peu parce qu'en plus, ils ne sont pas spécifiquement sur l'enquête sur laquelle ils ont été lancés. Channel Fear étant cette équipe de tournage, ils sont en chemin vers en fond, l'enregistrement d'une prochaine émission, et c'est sur en fait ce chemin-là que se déroule l'aventure en question. Fait que la mise en contexte aussi est un peu différente, mais on s'entend, le rendu là, c'est des détails. Les personnages sont prisonniers d'une boucle temporelle qui va se répéter à chaque X moment, mais ils ne sont pas seuls, parce qu'ils sont pourchassés en fait par une créature qui est en quelque sorte la source de la boucle. Et on s'entend que les bonnes histoires de boucles temporelles, je trouve que c'est vraiment difficile à concevoir et à maîtriser, parce qu'on peut rapidement se perdre et on va dire s'éparpiller dans tous les détails, puis on va dire mettre de l'avant des choses qui n'ont aucun sens et finalement faire patate un peu. Mais je considère que 24 heures sur 24 propose juste assez de contenu, maintenu dans une bulle assez petite, avec juste assez d'interaction et juste assez de personnages non-joueurs pour bien se maîtriser si on prend le temps de s'y attarder. Et comme maître de jeu, c'est vraiment une expérience
que je trouve extrêmement enrichissante au niveau de la maîtrise du scénario, puisque vous devez justement manipuler avec une certaine répétition déconcertante les descriptions que vous allez faire, les événements qui vont arriver, afin que ceux-ci gagnent en intensité et en angoisse pour les joueurs. Et pour vrai, c'est vraiment un acquis que vous allez garder par la suite. Je me suis rendu compte, là, quand j'ai animé 24 heures sur 24, je l'ai animé 3 fois, je crois, 3 ou 4 fois. À chaque fois, l'expérience a été très différente, mais à chaque fois, j'apprenais beaucoup sur, on va dire, le souci du détail, de la cadence, de la répétition, de devoir rementionner, redire certaines choses avec le même ton de voix pour que les joueurs y aient un petit temps de réflexion avant qu'ils prennent conscience qu'ils sont vraiment en train de revivre le même moment. Parce qu'on dirait que tout le monde passe par là. Il y a une première fois où l'histoire se déroule et la seconde fois, lorsque la boucle se produit pour la première fois, vous reprenez le même ton de voix, vous reprenez les mêmes mentions, les mêmes termes et vous allez voir le visage de vos joueurs. Ils vont vraiment être, pendant quelques secondes, ils vont se dire « il est mêlé, là. Il est vraiment mêlé. Il est en train de comme relire le même passage. » Puis, tranquillement, ils vont comprendre que non, vous continuez dans l'histoire, c'est eux qui sont en retard sur la compréhension de la situation. C'est vraiment une expérience super déconcertante. Mais vraiment jouissif pour les joueurs aussi. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Quand ils commencent à comprendre, c'est la panique et c'est aussi la proactivité qui embarque parce que là, il faut qu'ils commencent à découvrir un peu qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça se déroule. Puis ils ont aussi le plaisir de jouer dans le concept de la boucle temporelle et de devoir parfois peut-être répéter les mêmes mots, les mêmes propos. Et il y a un petit conseil comme ça que j'ai vu passer aussi un peu sur Internet et je suis absolument d'accord. Prenez-vous vraiment le temps, si jamais c'est vraiment ce scénario-là que vous voulez faire jouer, prenez le temps de répétez un peu les différentes choses que vous mentionnez lorsque les joueurs arrivent à la station d'essence et ainsi vous vous rendez compte à quel point vous pouvez vraiment vous pratiquer à avoir la même compréhension, les mêmes propos, alors que les joueurs vont arriver et revivre les événements en boucle et en boucle, mais que vous gardez votre sang-froid, vous n'êtes pas en train de paniquer contrairement à eux, ce qui va, selon moi, créer son effet, c'est à coup sûr. Pour vrai, 24 heures sur 24, c'est un de mes scénarios préférés, sorti en français, peu importe le type de jeu de one-shot, je veux dire vraiment, là, on s'entend, ça se compare pas très bien avec un module de Donjon Dragon, mettons-le, mais ça demeure pour moi vraiment une super belle expérience, autant en pratique que aussi en théorie à lire. C'est intéressant à voir comment est-ce que Ido a construit ça, quel outil qu'il met, quel détail il a mis pour mentionner certains éléments précis que vous allez pouvoir réutiliser à mesure que la boucle se fait. C'est vraiment bien écrit. Pour vrai, chapeau. Félicitations, Inyo, pour ces bijoux d'histoire. Je vous rappelle un peu rapidement en rafale. Il y a 24 heures sur 24 qui est épisode 2 de la saison 1. Nous avons ensuite saison 1, épisode 4, des grattements. Et finalement, le dernier, c'est saison 1, épisode 6, Amonedia. Fait que ces 3 scénarios-là, je crois que, selon moi, ce sont mes 3 préférés de Channel Fear, ceux qui valent vraiment le plus la peine de s'y pencher si on manque de temps et qu'on ne peut pas tout explorer ce qui se fait en jeu de rôle, on s'entend. Je vais mettre les liens venant à, on va dire, si vous voulez vous acheter les scénarios en PDF dans la description de la vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié ça. Hey, pour vrai, moi, ça faisait longtemps que je voulais parler de Channel Fear, parce que ça fait longtemps que c'est un jeu que j'ai joué, que j'ai maîtrisé, et que j'ai vraiment toujours eu autant de plaisir, même si j'ai répété les scénarios, ce qui est quelque chose de très rare. Et j'espère que vous allez aussi avoir énormément de plaisir si vous tentez l'expérience. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, je vous encourage de commenter, liker, partager. Ça vaut vraiment, pour vrai, c'est de l'or pour nous si vous vous abonnez, que ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.